Dans cette vidéo du chapitre 12 de mes notes de cours, je complète une deuxième page de la section 4 intitulée l'équilibre statique, équilibre de rotation, équilibre de translation. Il s'agit d'un premier exemple qui se lit comme suit. Un arbre supporte deux poulies respectivement de 15 cm et de 25 cm de diamètre. Donc c'est les deux poulies qui sont illustrées en bas ici. Déterminer la force supplémentaire qui empêchera l'axe de tourner. Donc on nous donne trois valeurs de force dans la vue en perspective ou dans la vue de face, si on veut, quand on met notre œil d'observateur vis-à-vis de l'axe de rotation. Donc on nous donne trois valeurs de force, puis on nous dit que ça en prendrait une quatrième valeur pour que cela ne tourne pas. Donc si on le laisse comme ça aurait tendance à tourner. Donc on va l'équilibrer là, avec une valeur de quatrième force. Méthode de résolution que je vous enseigne, on identifie nos données. Donc, la première chose que je rencontre, c'est le 15 cm et le 25 cm que j'ai identifié en mètres dans ma liste de données. Ces deux diamètres, donc je vais les différencier. Je ne voulais pas les appeler D1, D2 parce que tantôt il va y avoir F1, F2, F3, F4, les forces, puis D1 n'est pas associé à F1. Fait que j'ai appelé D de la petite poulie, puis diamètre de la grande poulie, P et G là, pour petite et grande poulie. Je vais les avoir identifiés évidemment sur les dessins là, pour bien préciser de quoi je parle. Et j'avais mes valeurs de force, donc je les ai pris de gauche à droite et de haut en bas. Donc F1 c'était ma 1000 newtons, F2 c'est celle que je cherche, F3 en descendant maintenant c'était ma 1500 newtons, puis F4 ma 500 newtons. Je les ai identifiés sur ce premier dessin-là, comme je viens de vous le mentionner, et également sur le deuxième dessin, en m'assurant d'être cohérent là, entre les deux. Donc, les quatre forces étaient identifiées, il restait les deux diamètres. Donc, entre les deux flèches ici, ça correspond justement au diamètre de la petite. Puis, la distance qui est entre les deux flèches ici correspond justement au diamètre de la grande. Donc, dans un premier temps, voilà, toutes mes choses étaient identifiées sur mes dessins. Maintenant, il fallait que je cherche quel outil je vais prendre pour répondre à mon point d'interrogation ici. C'est des forces. On pourrait penser somme des forces est égale à 0. Quand je regarde ce dessin-là, soit la vue ici qui est un petit peu plus claire, ben, je n'ai que des forces vers le bas et des forces vers la droite. Somme des forces est égale à 0 ne balance même pas. L'objet devrait être tiré vers le bas. Il y a deux forces qui tirent vers le bas. Quand on dit ça, on oublie que ça ne peut pas tenir dans les airs comme ça, rien. Il y a quelque chose qui tient l'essieu. Donc, il y a une force, pas nécessairement exercée ici, mais il y a quelque chose qui soutient l'essieu, sinon tout ça tomberait. Au même titre qu'il y a quelque chose, l'essieu doit être bloqué pour contrebalancer les deux forces F3 et F4. Là, dans l'autre sens, je devrais mettre aussi un vecteur. Et ces vecteurs-là, je ne les connais pas. J'ai aucune façon de les déterminer facilement. Ben, je pourrais toujours. Dans le fond, il faut qu'il balance, exemple, 1500 puis 500. Mais ça ne m'aidera pas toujours dans l'autre sens, selon Y, dire que L, F1 plus F2 devrait balancer celle ici, mais je vais avoir deux inconnus, puis j'ai aucune façon là, de m'en sortir. Donc, faire somme des forces en Y, somme des forces en X, là, ne me permet pas de résoudre le problème. C'est plutôt que je vais l'étudier sous l'aspect de la rotation, sous l'aspect des moments de force. Donc, mon F2, mon point d'interrogation, il va apparaître parce que je calcule le moment de force créé par F2. Donc, la première formule que j'ai mise, c'est même pas la somme des moments de force est égale à 0, mais moi, je veux faire apparaître le plus rapidement mon point d'interrogation. Ben, mon point d'interrogation apparaît parce que ce n'est pas les forces que je vais étudier, mais c'est les moments de force, puis qu'il y a une relation entre le moment de force créé par une force et sa force comme telle. Cette équation-là, je vais l'appliquer justement pour calculer M2. Donc, le bras de levier pour la force 2 qui est ici, que je peux voir également ici. Bien, le bras de levier, c'est la moitié du diamètre, l'axe de rotation. Puis là, quand je commence à calculer des moments de force, je devrais identifier où est mon axe de rotation. Puis là, c'est sûr que j'ai plusieurs moments de force ici, mais en mettant la flèche dans les deux sens, puis en écrivant une seule fois M, ben ça, c'est ce dessin-là, ou cette illustration-là des moments de force s'applique à n'importe quoi sur mon dessin. Si c'est F3, ben, ça c'est M3, puis là c'est la flèche d'en haut qui m'intéresse. Puis si jamais c'est F4, ben, ça je l'appellerais M4, puis là c'est la flèche d'en bas, parce que ça fait tourner dans l'autre sens.
Donc, en dessinant rien qu'une fois, mon M peut s'appliquer à n'importe quelle des forces qui est ici. Donc là, c'est M2. Le bras de levier, ben, c'est la moitié de DG. Donc, puis DG était donné. Donc, si je veux utiliser des chiffres, c'est la moitié de 0.25. Ou mathématiquement, pas mathématiquement, là, mais sous forme de formule, je vous l'explique en bas ici, mais c'est pas obligatoire. Fois F2, qui n'est pas connu, qui est mon inconnu recherché. Donc là, j'ai écrit une équation surlignée en vert, puis j'ai deux inconnus dedans. Mon inconnu supplémentaire qui m'empêche de calculer ma réponse, c'est M2. Donc là, je vais utiliser la somme des moments de force. C'est un moment de force, ben là, je vais faire que ça, c'est à l'équilibre puis que ça ne tourne pas. Donc, je vais utiliser que la somme des moments de force par rapport à l'axe de rotation, donc par rapport à Z, est égale à 0, parce que c'est ce qu'on veut. On veut l'empêcher de tourner, donc on veut que la somme des moments de force soit égale à 0. Et là, je vais faire ce que j'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Ma vraie loi de physique, c'est ça, mais moi, je la réécris immédiatement en disant que d'un côté, je vais mettre tout ce qui fait tourner anti-horaire, puis de l'autre côté, je vais mettre ce qui fait tourner horaire. Donc ici, j'ai 4 forces, 4 moments de force. Du côté anti-horaire, F1 fait tourner anti-horaire par rapport à l'axe de rotation. Puis F4 fait tourner aussi anti-horaire. Donc là, il faut l'analyser, il faut imaginer qu'on exerce une force à cet endroit-là du disque. Bien, ce disque-là va tourner anti-horaire. Puis le petit disque gris ici va tourner aussi anti-horaire avec F4. Fait que de ce côté-là, j'ai M1 puis M4. Donc, ce n'est pas les forces que j'écris, c'est les moments de force. Mais ça, j'ai deux moments de force anti-horaire. Et l'inverse, les deux autres, F3, si j'applique une force à cet endroit-là du petit disque gris, bien, il va avoir tendance à tourner horaire. Et même chose pour F2, justement, la flèche qui est ici. Si j'applique une force à cet endroit-là du grand disque gris, bien, ça va avoir tendance à le faire tourner lui aussi horaire. Donc, M3 associé à F3 puis M2 associé à F2, ce sont des moments de force horaires. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation en utilisant un deuxième concept de physique, là, même s'il apparaît sur deux lignes. Pour moi, c'est le même concept. Mais j'ai rajouté trois inconnus supplémentaires. Là. En dehors du M2, j'ai rajouté M1, M4 et M3. Sauf que chacun de ces M-là, je peux réutiliser ce qu'on a pris en haut pour les calculer comme tel. Donc là, je l'ai réécrit, mais il est en rouge différent. C'est le même concept que je répète. Et là, je vais l'appliquer dans un premier temps à M1 pour calculer la valeur qui est ici. Donc, le bras de levier de M1, c'est la moitié du grand diamètre, comme tout à l'heure. Et la valeur est connue, c'est 1000 newtons. Donc, je viens d'écrire une troisième équation en vert. Pas de nouvelle inconnue, tout se calcule. J'applique ma formule maintenant à M4. Donc, le moment de force créé par la quatrième force qui est ici. Son bras de levier, c'est une demi du petit diamètre, donc une demi de 0.15. Et la valeur de F4, c'est 500 newtons. Donc, je viens d'écrire une quatrième équation sans augmenter mon nombre d'inconnus. Et évidemment, je vais faire pratiquement la même chose pour M3. Moment de force créé par la troisième force. Son bras de levier, c'est une demi du petit diamètre. Et sa valeur, c'était 1500 newtons. C'est ma cinquième équation à 5 inconnus. D'un point de vue physique, avec les 5 équations qui sont en vert, le problème est terminé. C'est sûr qu'il y a bien des livres de physique qui auraient commencé en faisant la somme des moments de force, qui auraient peut-être développé M1 en dessous de M1, M4 en dessous de M4, M2 en dessous de... Ce qui est écrit là, l'aurait écrit. Moi, j'aime mieux procéder séparé comme ça pour voir les différents concepts que j'utilise. La calculatrice s'occupe de les regrouper. Ce qui est montré ici, là, j'ai saisi mes 5 équations dans la calculatrice et on voit les réponses là, qui apparaissent. La calculatrice s'occupe de faire tous les regroupements. Je retourne à mon problème où j'ai transcrit les réponses et entre autres, je m'aperçois que M1 plus M4, les deux qui faisaient tourner anti-horaire, 37 plus 125, 37.5 plus 125 donne 162.5 de moment de ce côté-là. Puis M2 plus M3, 112.5 plus le 50 qui a été calculé, donne aussi 162.5. Donc les moments horaires sont aussi égaux en newton par mètre. Un coup que je connais M2 de 50, ben, je connais le 50 qui est ici, je pourrais isoler le F2, ce que la calculatrice a fait, puis me dit que F2 est égal à 400 newtons. Ce qui est cohérent avec l'analyse qu'on aurait pu faire qualitative de la situation.
parce qu'évidemment, c'est une configuration qui possède une certaine symétrie. Exemple ici, F3 puis F4, ça se lutte l'un contre l'autre. 1500 pour 500, j'aurais pu éliminer F4 puis dire qu'il reste la partie d'en haut avec seulement 1000 newtons. Donc j'ai 1000 newtons qui veut faire tourner ça horaire. Puis de l'autre côté, j'ai aussi 1000 newtons qui veut faire tourner ça dans l'autre sens, mais il est plus loin. Donc le bilan de 1000 que j'ai pour faire tourner horaire ne balance pas avec le bilan de 1000 plus loin. Là. Lui est plus efficace à faire tourner ce 1000-là que le 1000 que j'ai ici. Donc, s'il est plus efficace à faire tourner, il faudrait que j'en rajoute un petit peu de l'autre côté, ce qui est fait. J'en rajoute un petit peu, 400 newtons de l'autre côté. Donc, c'est cohérent avec une compréhension purement qualitative que je pourrais faire du problème. Évidemment, cette analyse-là ne me permet pas justement de déterminer que c'est 400 que ça prend à cet endroit-là. Bon, quelqu'un qui est extrêmement à l'aise et rapide avec des calculs mentaux, il y a moyen d'y arriver, mais dans le fond, il fait ces opérations mentales-là dans sa tête.